Chers camarades, mes premiers mots seront pour vous. Vous venez de plusieurs pays, du Grand-Duché, de Belgique, Wallonie et de France. Vous êtes membres ou sympathisants des trois partis de gauche ici représentés, Front de gauche avec sa diversité, Die-Linke et Mouvement de gauche. Si cela était possible, c'est parce que dès septembre 2012, nos partis respectifs se sont rencontrés et ont entamé une collaboration qui a commencé en dégageant une réponse commune à l'agression commise par Mittal contre les sidérurgies lorraines et wallonnes. Ce qui s'est passé avant est extrêmement important. C'est-à-dire que la rupture se situe en 2008. 2008, souvenez-vous, c'est cette crise financière considérable qui a abouti à la chute de Lehman Brothers et qui a conduit à une véritable crise systémique de l'ensemble de la finance internationale. Sur ce, s'est greffée une crise économique, une récession. Et à partir de là, la suite est relativement bien connue. Ce qui s'est produit, c'est que pour lutter contre cette crise, contre cette récession, pour éviter l'effondrement du système financier international, les gouvernements sont intervenus partout. D'une part, on craignait ce qu'on appelle la déflation, c'est-à-dire ce que vous pouvez voir aujourd'hui au Japon depuis les années 90 du siècle précédent. Et donc, les gouvernements ont injecté de la monnaie dans l'économie. Et d'autre part, il a fallu sauver les banques. Sauver les banques, évidemment, avec l'argent public. Ces banques qui avaient spéculé à tort et à travers et qui, en définitive, se trouvaient dans la situation où elles faisaient courir un risque mortel à l'ensemble de l'économie. Et alors, cela aussi, ça a nécessité des dépenses considérables en milliards d'euros. Le résultat a été un creusement des déficits publics partout. Et le résultat aussi a été l'émergence du problème de la dette souveraine, c'est-à-dire la dette des États. Alors la réponse qu'a donnée l'Europe partout à cette double crise est la même. Elle porte un nom, c'est-à-dire l'austérité. Partout, dans tous les pays de la zone euro, les recettes, si on peut dire, ont été les mêmes. Elle se résume en trois axes. Premièrement, une diminution des salaires et des pensions, surtout parmi les fonctionnaires. Deuxièmement, un blocage, voire parfois la suppression des allocations sociales. Et enfin, troisièmement, des coupes sombres dans les investissements et d'une manière générale dans les dépenses publiques. Cela, nous l'avons vu partout. C'est cette même politique qui a été appliquée partout en Europe par des gouvernements, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient sociaux-démocrates, ou parfois les deux ensemble. Et les résultats les plus nets de cette politique, ils sont visibles en Grèce. La Grèce martyrisée, la Grèce saignée à blanc, la Grèce qui a connu la pire régression de toute son histoire. Il n'a pas besoin de multiplier les exemples ou les chiffres. Je dirais simplement que le chômage atteint de 30 à 50% en Grèce. Ça varie selon les secteurs ou selon les classes d'âge, mais c'est un chômage de masse, très important. On ne peut plus se faire soigner dans les hôpitaux correctement. Le port du Pirée est revendu à des milliardaires chinois. L'eau est privatisée. Et j'ai lu tout récemment que des référendums sont organisés en Grèce précisément pour s'opposer à cette politique de privatisation impulsée par la Troïka. Et ici, c'est le moment de dire que la victoire de Syriza, qui vient d'être obtenue, puisque Syriza, cette autre gauche, cette nouvelle gauche, aujourd'hui, est le premier parti à Athènes et dans l'Attique. Et je ne doute pas pour ma part que le 25 mai,
Syriza sera le premier parti. Ça nous rend fiers, ça nous fait chaud au cœur, parce que cela montre, une fois de plus, que l'alternative n'est pas entre l'extrême droite et ce mélange bigarré de la droite et de la gauche, soi-disant social-démocrate, mais qu'à côté naît une force nouvelle capable de porter une réelle alternative. Et Alexis Tsipras, qui porte nos couleurs et qui sera, et qui est aujourd'hui le candidat du Parti de la gauche européenne à la présidence de la Commission européenne, eh bien Alexis Tsipras a eu cette phrase après ces élections municipales et régionales en Grèce. Cette phrase que vous comprendrez tous dans cette période de mondiale. Les plus beaux buts sont ceux inscrits lors de la seconde mi-temps. Et la seconde mi-temps, c'est ce 25 mai. Alors, comme en Grèce, camarades, votons rouge et gardons le rosé social-démocrate pour les barbecues. Mais il faut bien constater sur l'exemple de la Grèce que l'austérité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que même là où des recettes très très dures ont été appliquées, pour autant la dette publique ne diminue pas, au contraire. Et c'est bien normal, puisque certes, on coupe dans les dépenses, dans toutes les dépenses sociales notamment, mais on oublie d'un autre côté qu'il y a une demande et que quand on abaisse les salaires, quand on abaisse les pensions, quand on abaisse les traitements, eh bien nécessairement ça fait aussi moins de recettes pour l'État. Alors il ne faut pas être un économiste pour comprendre que si les recettes diminuent davantage que les dépenses, eh bien dans ce cas-là, le déficit, il s'accroît et l'endettement public s'accroît aussi. C'est ce qui s'est passé en Grèce, c'est ce qui s'est passé en Belgique, c'est ce qui s'est passé en France, c'est ce qui se passe au Portugal et ce qui se passe partout. Donc cette politique est un échec manifestement. Et par conséquent aussi, il faut plus que jamais rompre avec cette politique d'austérité. Ah, j'entends tel homme politique, tel président français par exemple, dire qu'il s'est rallié à une politique de l'offre. Moi qui suis quand même né il y a quelques années, c'est le moins qu'on puisse dire, je me souviens qu'au tournant des années 80, eh bien, il y avait des partisans de l'offre. Ils s'appelaient Reagan, Thatcher et d'autres. Aujourd'hui, ce sont les Hollande qui proposent une telle politique. Alors donc, à l'opposé, pour sortir de l'austérité, il faut relancer la demande, pratiquer une politique de la demande. On dira quand même, puisque nous avons aussi une couleur verte dans nos gènes, qu'il s'agit d'une éco-relance. Et au plan européen de surcroît. Comment? Eh bien, ce n'est pas extrêmement compliqué. Au lieu de réduire les salaires, au lieu de réduire les traitements, il faudrait les augmenter. Nettement, pourquoi ne pas augmenter dans toutes les entreprises de la zone euro en même temps les salaires de 5%? Ah, on me dira, mais ce n'est pas possible. Et pourquoi ne serait-ce pas possible? Inflation, c'est un mythe. On sait aujourd'hui que le problème n'est pas l'inflation, le problème c'est la déflation, c'est-à-dire la baisse des prix. Et donc un accroissement des salaires, de ce point de vue-là, serait un excellent remède, une excellente solution. On nous dit, ah mais attention, vous allez creuser le déficit commercial. Je ferai remarquer que, ce déficit existe déjà aujourd'hui, qu'on sait très bien qu'il y a un État qui est excédentaire, à savoir l'Allemagne, et que la France, la Belgique, le Portugal, l'Italie, l'Espagne sont toutes déficitaires. Et puis encore, je ferai remarquer en second lieu qu'il existe l'euro. Et par définition, s'il existe l'euro, cela signifie que sur le plan économique, il n'y a pas de danger de ce point de vue. Et donc, ce que je propose, c'est-à-dire un accroissement généralisé au même moment dans toutes les entreprises de la zone euro, est parfaitement réalisable sur un plan économique. Par contre, il y a des obstacles politiques, ça c'est vrai. Et ces obstacles politiques, quels sont-ils? Eh bien, il faut parler clair. Le TSCG, comme aiment à dire les eurocrates,
c'est-à-dire le traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance en Europe, eh bien, ce traité impose, d'une part, la fameuse règle d'or, c'est-à-dire l'interdiction d'aller au-delà d'1,5% de déficit public. Et d'autre part, il impose aussi en 20 ans de ramener l'endettement total, en proportion du produit national, à 60%. Ce qui veut dire que, maintenant, très clairement, il n'y a plus de pouvoir budgétaire pour les États. C'est la Commission, c'est l'Europe qui commande, au contraire. Et si vous ajoutez à cela le grand traité transatlantique, le grand marché transatlantique, alors on nous parle de concurrence libre et non faussée. Moi, ce que je dirais, c'est que ce traité, c'est tout simplement le renard américain dans le poulailler européen, avec en prime le fait qu'on ne bouffera plus du poulet de Bresse ou du coucou de Malines, comme on dit en Belgique, mais qu'on aura affaire à du poulet à la javel américain. Et donc, qu'il n'existe plus aujourd'hui réellement de pouvoir budgétaire pour les différents États qui composent sa zone euro me paraît extrêmement clair. Lorsque Valls a été installé le mois précédent comme Premier ministre, son premier acte a été de se rendre à Berlin. Et là, il a immédiatement ployé le genou. Un journal français, dont je tairai le nom, vous allez certainement deviner de qui il s'agit, a titré à ce moment, et je cite littéralement, « Bruxelles et Berlin forcent Hollande à tenir ses engagements budgétaires, les fameux 50 milliards. » Alors vous avez bien entendu, force. À partir de là, vous imaginez facilement que si Bruxelles et Berlin arrivent à forcer Hollande dans un pays tel que la France, alors imaginons ce que ça peut donner pour de petits pays comme la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, l'Irlande et bien d'autres encore. Il faut dire clairement qu'aucune politique de gauche réelle n'est possible sans rompre avec le carcan budgétaire européen. Il n'est pas possible de plier devant ces dictats. Une seule attitude est possible. Si un gouvernement de gauche authentique devait se retrouver aux commandes d'un pays quel qu'il soit, peut-être Syriza dans quelques mois, puisque des élections ont lieu là-bas, eh bien nécessairement, il faudra dire non à ces dictats. Ce n'est pas être anti-européen, c'est simplement dire que la condition d'une politique alternative est précisément de ne pas subir le joug et les dictats de la Troïka. Nous savons très bien même que les gouvernements tels qu'ils sont aujourd'hui, où que ce soit, social-démocrates majoritairement ou pas, que ce soit Valls, que ce soit Di Rupo chez nous en Belgique, eh bien l'attitude est toujours la même, c'est-à-dire se plier à ces dictats, accepter le fait accompli du grand marché transatlantique, le fait accompli de cette fameuse règle d'or, le fait accompli d'une intervention constante de l'Europe dans le pouvoir budgétaire des différents États. Alors face à ça, une seule attitude, je le répète, résister et désobéir. Et quand des gouvernements, sociodémocrates ou autres, se plient à ces dictats, pratiquent une politique d'austérité comme jamais auparavant, alors je pense qu'ici, on peut en revenir à ce que disait la Constitution de l'an 1793, du 24 juin. Vous savez que les auteurs étaient notamment Saint-Just et Hérault de Séchelles. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple
le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Alors, place au peuple. Comme le dit aussi la chanson des Saltimbanques, on n'a pas le choix. À notre montre, on lâche rien.